RCN. Le son de la différence. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Parole de paix sur RCN. Nous sommes toujours sous état d'urgence sécuritaire et sanitaire que nous dénonçons au détriment des urgences sociales et environnementales. Nous nous enfonçons dans une société de plus en plus autoritaire, de surveillance, de contrôle, de violence et de guerre. Parole de paix est un magazine humaniste d'information et d'analyse et de discussion. Notre collectif échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous voulons discuter et partager avec les auditeurs et auditrices, parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Et cette semaine, nous allons parler du conflit important actuellement. Notre émission s'intitule « Invasion russe, guerre en Ukraine, tragédie et propagande ». Nous voulons proposer une alternative à une vision un peu simpliste et binaire d'une situation de guerre. Parole de paix veut vous proposer des éléments d'analyse, de réflexion pour se forger des idées, pour chercher à s'extraire des différentes tentatives de manipulation d'un côté ou de l'autre. Et donc cette semaine, nous allons parler de cette question-là. Autour des micros, nous avons Grudji du mouvement de l'objection de conscience. Bonjour Stéphane. Moi aussi, je suis au mouvement de l'objection de conscience et nous sommes aussi avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et donc, comme d'habitude, on commence par quelques brèves et avant d'entamer notre sujet sur l'invasion russe et la guerre en Ukraine. Et donc, en premier, on peut parler un petit peu du printemps de la Palestine qui se déroulera du 19 mars au 3 avril 2022. Donc, la FPS vous en parlera davantage dans une prochaine émission puisque c'est une des associations membres de Parole de paix. Mais il y aura énormément d'événements qui se dérouleront à Nancy et à proximité. Voilà, autour des questions sur la Palestine. Des expositions, des débats, des spectacles, cinéma, repas. Oui, tout à fait. Et à noter, je pense qu'on en reparlera dans une autre émission de Parole de paix, mais il y a également une conférence débat le mardi 29 mars à la MJC Pichon à 20h avec Madame Ala Abou Assira, qui est ambassadeur de Palestine en France. Donc je pense que ce sera un moment important, un point fort de ce printemps de la Palestine. Le titre de la conférence, ça sera Palestine de 1948 à 2022. De la Nakba à l'apartheid. Nakba, c'était la guerre des Palestiniens pour leur indépendance et la situation actuelle en Palestine et la politique d'apartheid. De plus en plus de pays le disent et Amnesty notamment entre autres que il se passe en Israël une politique gouvernementale de plus en plus de type d'apartheid. Comme tu disais, Grudji, il y a des expositions. Tous les ans, à chaque fois qu'il y a le printemps de la Palestine, ça commence toujours par une espèce de démonstration sur la place Maginot, et ça sera le samedi 19 mars de 14h à 18h avec des danses, avec des graffeurs, avec des activités pour petits écrans. Donc déjà peut-être à noter le samedi 19 mars, place Maginot à partir de 14h, et comme tu le disais, des activités jusqu'au 2 avril. Et donc c'est initié par la FPS et porté principalement par cette association France-Palestine Solidarité, mais par un collectif d'associations avec un gros collectif d'associations pour porter un événement d'une telle ampleur. Et puis vous pouvez certainement retrouver tout le programme sur le Facebook de la FPS, Facebook AFPS 54. Et puis ils ont aussi Instagram, je vois ça. Oui. Et peut-être, et si on veut aussi des détails, on peut aussi leur écrire, envoyer un mail à afps54 @laposte.net. Voilà pour cette première brève. J'ai une seconde brève. Je voulais aussi parler alors c'est un spectacle de la compagnie Zygomatic suivi d'un échange tonique qui s'appelle Climax, le défi climatique à portée de tous. Donc c'est à la fois une pièce de théâtre, quelque chose de à la fois drôle, mais en même temps qui fait réfléchir. C'est un collectif d'associations qui propose Climax. Le collectif, c'est CCFD Terre Solidaire, la CIMAD, le CLID, Colécosol,
Le Man et Oxfam et UP2V. Donc ça s'appelle Climax, le défi climatique à portée de tous. Ça sera vendredi 11 mars à 20h, espace Jean Jaurès à Tomblaine. Donc un spectacle de la compagnie Zygomatique suivi d'un échange tonique. Je regarde. Donc il faut s'acquitter d'un droit d'entrée qui est de 10 € et 5 € en tarif réduit pour les étudiants en demande d'emploi. On peut trouver ça sur Hello Asso. Donc encore une fois, ça s'appelle Climax. C'est le 11 mars à Jean Jaurès à 20h. Et c'est un spectacle qui a été primé, donc a priori vraiment de grande qualité, tant dans ce qu'il apporte au niveau de la réflexion que dans l'humour et le décalage. Ouais, et le thème, c'est « Nous n'avons pas de planète de remplacement, une bonne raison pour préserver collectivement les conditions de vie sur Terre ». Et comme tu le dis, Grudge, cette pièce a été coup de cœur Avignon 2021. 11h midi, Parole de paix sur RCN. On retrouve Parole de paix sur 90.7 bien sûr, mais on peut également réécouter le podcast sur le site de RCN, rubrique Parole de paix sur rcn-radio.org, et vous pourrez aussi retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de RCN Radio à Nancy. Cette semaine, nous parlons d'un sujet bien chaud, de l'invasion russe, guerre en Ukraine, tragédie et propagande. On vous propose de réfléchir, on propose des éléments de réflexion pour avoir la meilleure information possible, parce que à chaque fois qu'il y a une guerre, on est tous dans les tourbillons où beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses. Les bellicistes ont souvent utilisent les moyens des rotomontades et des déclarations fracassantes pour nous entraîner tous dans la guerre. Justement, comment vous voyez les uns les autres, un peu très rapidement brossé, l'analyse qu'on nous sert par rapport à cette guerre depuis l'entrée par les Russes en Ukraine, c'est fin février, 24 février. Qu'est-ce que vous voyez comment vous voyez qu'on nous présente un peu les choses, Christophe? Ouais, alors quand tu parles de propagande, il y a aussi une utilisation de l'histoire dans cette affaire. C'est une histoire qui est très complexe, hein, donc je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Ukraine, mais c'est vraiment très complexe. Il y a beaucoup de changements de frontières. Changement de domination, il y a une intervention de la Pologne, il y a la Lituanie, il y a la Russie, il y a l'Empire austro-hongrois. Donc c'est très très compliqué, mais en fait, ce que ça crée surtout, c'est que ça crée des légitimités qui sont concurrentes, en fait, hein, où chacun a un narratif différent, et puis chacun se prévaut d'une légitimité différente. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué, on ne va pas régler les problèmes ici. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui allons régler ces problèmes-là, ça c'est des problèmes qui se règlent entre les belligérants. Nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire pression sur nos gouvernements, à nous, pour essayer d'apporter de les amener à apporter les meilleures solutions, en tout cas les moins mauvaises. Mais donc tu nous dis, Christophe, que les choses ne sont pas aussi simples que ça nous est présenté. Il n'y a pas juste des Ukrainiens qui souffrent, qui sont envahis, qui subissent la guerre de plein fouet d'un côté, et de l'autre côté un méchant Poutine, un affreux, un dictateur, ce qu'il est par ailleurs, mais tu dis qu'il y a aussi des choses un peu plus complexe à aller voir derrière, notamment tu dis s'informer sur l'histoire de cette région qui est pas un long fleuve tranquille, qui n'est pas des choses se sont passées, et notamment la question des frontières, elle ne date pas de 2022. À mon avis, il faut distinguer deux choses, hein. Il faut distinguer la guerre où là il y a vraiment un agresseur, et l'agresseur c'est la Russie, c'est clair. Et puis il faut distinguer le contexte qui a amené à la guerre, où là, les Russes peuvent penser que certaines de leurs revendications sont légitimes. Et les Ukrainiens peuvent penser que certaines de leurs revendications sont légitimes. C'est tout l'objet d'une négociation, en fait. Quand on fait de la diplomatie, c'est ça. Et c'est pas juste ces deux-là, c'est aussi derrière l'OTAN, c'est aussi derrière les États-Unis, c'est aussi derrière l'Europe. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'appétit aussi peut-être, pour certains beaucoup d'intérêt à ce qui est la guerre, même si on fait tomber quelques larmes et qu'on est tous avec le drapeau jaune et bleu, mais derrière il y a aussi des intentions
cachée. Attention, on n'est pas une émission complotiste, mais non, chaque guerre, nous au MOC, c'est la question de l'opposition aux guerres, c'est une question qu'on travaille depuis des décennies, et on sait que chaque guerre est l'occasion de propagande, d'intention, ce que tu disais, et de massacres de civils, en premier plan, pour aussi créer de l'unité, pour créer du consentement des autres peuples à soutenir, entre guillemets, les guerres, à nous dire que c'est toujours une cause juste. Vous vous rappelez que pour l'Afghanistan, on y était allé pour sauver les femmes. On est parti de l'Afghanistan, les femmes n'ont pas été vraiment sauvées en Afghanistan. Donc il faut, auditeurs, auditrices, il faut arriver à décoller ce qu'on vous dit dans les médias dominants, les médias principaux, les paroles politiques, et voir un peu qu'est-ce qu'il en est, et puis pas non plus accepter, pas non plus se dire, pas non plus tout relativiser et accepter. Ouais, alors une petite chose, après je vais laisser la parole, je vais pas monopoliser, mais simplement il y a la guerre, il y a le contexte qui amène à la guerre, mais si on veut discuter du contexte et négocier, la première chose c'est quand même d'arrêter la guerre. C'est ça le principal, c'est vraiment de sortir de la guerre pour pouvoir passer à autre chose, à des discussions, à la diplomatie, à des négociations. Mais il faut quand même d'abord arrêter la guerre. Donc il faut plutôt une désescalade que continuer dans l'escalade, dans l'agressivité, dans l'agression, dans ce que dit Krujji, dans les massacres de personnes. Christophe, il faut des moyens qui permettent de sortir de la guerre. Et après trouver la porte de la négociation, parce que personne n'a y gagné. En tout cas pas les populations. Si, j'allais dire, personne n'a y gagné à ce qui est la guerre. Si, il y a des gens, il y a des profiteurs de guerre, comme pendant la pandémie. Des gens. Oui, moi je voulais faire le parallèle. On s'est aperçu, là on n'est pas encore tout à fait sorti de la pandémie. D'ailleurs, c'était une des dernières émissions qu'on a fait tous les trois ensemble, où on parlait du sujet du pass vaccinal. Mais une des choses qui ressort, c'est que les personnes les plus riches au monde se sont extrêmement enrichies pendant la pandémie, et on sait déjà que pendant cette guerre, ce sera exactement la même chose. Les plus riches au monde vont énormément s'enrichir par les ventes d'armes, par plein de choses, et que d'un autre côté, ce sont toujours les populations, et entre autres les plus vulnérables, qui vont en souffrir. Et ça a été la même chose pendant la pandémie. Les gens les plus pauvres se sont encore appauvris, et là, pendant la guerre, voilà, il va y avoir des conséquences à la fois en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, mais aussi pour les pays européens et pour bien d'autres pays. Et les populations vont être les premières à en subir les conséquences. Alors pas au même titre, effectivement, dans l'état actuel, on n'est pas vers un conflit qui engagerait directement les populations au sein de l'Union européenne, même si on ne sait pas comment ça risque de tourner, parce qu'on est quand même dans une spirale qui est très inquiétante. Au tout début, je pense qu'on a été nombreux à être sidérés par l'invasion de l'Ukraine. On n'y croyait pas. Moi, la veille au soir, je n'y croyais toujours pas. Donc, maintenant, la sidération commence à être passée. C'est pour ça qu'on vous propose justement une analyse, tenter un peu d'approfondir les questions et d'essayer de creuser et de prendre un peu de distance et de ne pas être que dans l'affectif. Donc, tu nous dis que derrière chaque guerre, et notamment donc aussi pour celle-là, il y a des gens qui vont, pour qui ça profite vraiment, c'est quelque chose, c'est très profitable. Les profiteurs de guerre, on a appris que même des milliardaires français, alors que la guerre avait commencé, allaient en Russie taper dans la main de Vladimir Poutine. Notamment le marché du luxe, c'est ça, LVMH, oui. Les guerres, pendant les guerres, le commerce continue pour certains. Donc il y a les profiteurs de guerre, et tu parlais aussi à juste titre de tous les marchands de canons, tous les vendeurs d'armes. L'Allemagne parle de doubler son budget de la défense, alors qu'il y a des verts à leur gouvernement, étonnant. Voilà, et donc c'est pendant les guerres, les affaires continuent, et même les affaires fleurissent pour certains. Il y a aussi les
les gens de l'extrême droite qui sont toujours un peu friands des guerres, car ils aiment cette question virile de l'ordre, de la force. On voit qu'en France, on a des mouvements politiques d'extrême droite qui ont du mal un petit peu maintenant à justifier leur position vis-à-vis de Poutine, alors qu'ils ont fait sa promotion à longueur de temps. Non seulement une promotion d'admiration, mais également ils ont des liens financiers entre le Rassemblement national est financé par des fonds russes. Voilà, et Reconquête, c'est ça, l'autre parti d'extrême droite donc l'extrême droite adore la guerre et les militaires. Et la dernière chose pour laquelle que j'ai noté qui peut intéresser en période de guerre un gouvernement, il peut penser avoir autour de lui sa population, les questions de l'unité nationale et un peuple comme nous en France qui sommes en période électorale. Ça peut faire des affaires aussi de se dire tiens, on va jouer le sauveur, on va jouer celui qui mène son peuple face à ce moment de tourmente. Donc oui. Mais on a peut-être un peu emmené Christophe. T'avais peut-être pas tout à fait fini. Non, peut-être un petit mot sur l'extrême droite là que tu viens d'évoquer. Surtout cette guerre-là, puisqu'il y a quand même des questions d'identité. C'est ce que j'avais dit au début, où on a vraiment des narratifs historiques qui sont complètement différents du côté russe et du côté ukrainien. Et donc on voit là, en l'occurrence, sur le terrain, vraiment sur le terrain. Ce que ça donne en fait quand vous avez deux identités figées comme ça qui se font face et que y a pas moyen de discuter puisque ça participe de leur identité, en tout cas de leur identité revendiquée, et qu'ils n'entendent pas négocier ni l'un ni l'autre. Donc ça montre tout le danger en fait des discours d'extrême droite. Et oui. Non, sur un autre point qu'avait évoqué Grugy, c'était le problème de mettre un peu les affects à distance, parce que effectivement, à mon avis, ça me paraît tout à fait utile, parce que on a tendance à prendre des mesures dans le feu de l'action, à vouloir prendre des mesures et des mesures qui sont pas forcément efficaces, parce que si le but c'est vraiment de sortir de la guerre, il faut vraiment essayer de savoir si chaque mesure qu'on propose, et ça c'est le boulot des gouvernements, est efficace et approprié. Si, par exemple, si vous prenez des sanctions contre un pays, il faut voir si ça a pour un effet contre-productif ou si ça a un effet qui est positif. Contre-productif, ça voudrait dire, par exemple, des sanctions qui frappent plus le peuple que les dirigeants ou ceux qui dirigent l'économie et ceux qui peuvent profiter de la guerre. Et ça veut dire aussi des sanctions qui pourraient souder un peuple avec un président. Sans ces sanctions, peut-être qu'il serait moins soudé à ce président, à cette direction. Donc ça, c'est des mesures qu'il faut vraiment prendre avec tact et il faut réfléchir avant de faire des choses. C'est la même chose avec la fourniture d'armes qui est proposée par l'Union européenne, mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Oui, parce que aussi une chose que révèle cette guerre-là, une dimension importante, c'est que ça se passe aussi dans un climat, dans un environnement autour des armes nucléaires. Le pays qui agresse est doté de l'arme atomique. Poutine même joue à menacer. Et de l'autre côté, l'OTAN aussi dit nous aussi on a l'arme nucléaire. Donc je propose qu'on parle de ça avec Patrice Bouvray de l'Observatoire des armements après cette pause musicale, parce que c'est quelque chose, c'est aussi une dimension importante. Jusqu'à midi, Parole de paix sur RCN. Donc dans Parole de paix, cette semaine, nous parlons de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe, guerre en Ukraine, tragédie et propagande. Juste avant cette pause musicale, nous venons d'écouter Edwin Starr qui chantait War. What is it good for? Pourquoi c'est bon la guerre? Et il répond Nothing. Donc c'était Edwin Starr War. Juste avant cette pause musicale, nous étions en train de voir une dimension importante et également inquiétante toute guerre est inquiétante sur la question des risques nucléaires qui sont liés à cette guerre-là. On a été intéressé par un texte, un communiqué de presse commun établi par Abolition des armes nucléaires, Maison de vigilance, ICANN France,
l'Observatoire des armements et réseaux sortir du nucléaire. Cet article ça s'intitule « Guerre en Ukraine, nos inquiétudes face au risque nucléaire ». Et nous avons normalement au téléphone avec nous Patrice Bouvray. Bonjour Patrice, tu es là ? Oui, bonjour, je suis là, je vous entends doucement. Bonjour Patrice. Donc Patrice, toi tu es directeur de l'Observatoire des armements, responsable de l'Observatoire des armements qui est à Lyon, et tu es également co-porte-parole co-porte-parole de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICAN France. ICAN est une organisation internationale qui a été lauréate du prix Nobel de la paix en 2017. On a encore Patrice, je ne crois pas. Donc le technicien essaie de régler cette question. Auditeurs, auditrices, on vous invite à regarder les communiqués des deux associations dont je viens de parler. ICAN, la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. On trouve ça sur ICAN, ça s'écrit ICAN, ICAN France, tout attaché, .org, c'est ça ? Oui, icanfrance.org. Et d'ailleurs, vous pouvez en profiter aussi pour signer une pétition qui demandait à la France de participer à la première réunion, au moins un minima en tant qu'observatrice, à la première réunion qui se tiendra courant juillet certainement à l'ONU pour le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et donc d'autant plus d'actualité en ce moment. Et la France, pour le moment, fait la chaise vide et refuse même d'y aller en tant qu'observatrice, puisque la France n'a pas signé le traité. Est-ce que tu peux nous dire les titres, les deux communiqués qu'a fait ICAN? Alors un s'appelle ICAN condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et l'autre, tu as les... L'autre s'intitule « Poutine joue un jeu dangereux en plaçant les armes nucléaires russes en état d'alerte ». Ouais, parce que celui-là, il date du 27 février. Ouais, donc c'est au moment où Poutine a fait l'annonce clairement qui menaçait oui, il a mis en état d'alerte ses armes et son arsenal nucléaire. Et en face, l'OTAN, et y compris l'OTAN, même par la bouche de notre ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Le Drian, ministre du gouvernement Macron, a répondu « Oui, mais nous aussi, à l'OTAN, on a l'arme nucléaire ». Et donc c'est un petit peu effrayant ce genre de... D'autant plus qu'on peut rappeler que sur les territoires européens, il y a de nombreuses armes nucléaires. Nombreuses, pardon, Stéphane. Il y a la France qui est dotée de ses propres armes nucléaires, mais il y en a aussi des armes américaines en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni. Donc voilà, la menace est quand même importante. Et il n'y a pas que les armes en tant que telles, il y a également les centrales nucléaires. Et on rappelle à nos auditeurs que l'Ukraine... c'est là où on trouve la charmante centrale de Tchernobyl. Tchernobyl est en Ukraine. Qui a explosé c'était quoi, le 26 avril 1986 ? 86, et qui depuis a été plus ou moins colmaté, en tout cas enfermé et pratiquement pas protégé. Il reste toujours quand même 15 centrales nucléaires, 15 réacteurs nucléaires en exercice en Ukraine. Oui, et la question nucléaire est aussi importante sur l'Ukraine parce que c'est aussi, je crois que c'est le premier producteur européen d'uranium. Je demande à Pierre si on a réussi à récupérer Patrice Bouvray. Patrice, tu es à nouveau avec nous ? Je suis de nouveau avec vous. Ah, super. Oui, alors donc on a lu votre communiqué commun, et est-ce que tu peux nous faire un peu l'état, l'état des inquiétudes face au risque nucléaire que vos organisations soulèvent dans cette guerre? Oui, tout à fait. En fait, donc pour le moment, on a vu, tout le monde a entendu Vladimir Poutine évoquer effectivement le risque nucléaire à plusieurs reprises, c'est-à-dire au sens de s'il y a une représaille trop forte contre l'action qu'on a entamée, on est prêt à utiliser l'arme nucléaire donc contre les pays occidentaux. Mais le risque nucléaire ne se limite pas à cette question-là où on est dans l'affirmation de discours, puisque
à l'affirmation de Vladimir Poutine, on a eu l'affirmation de Jean-Yves Le Drian disant mais attention, nous aussi on a des armes nucléaires. Là, c'est quelque chose, on reste pour le moment dans une escalade du discours, mais pas dans une volonté d'utilisation des armes nucléaires. Là où le danger du nucléaire est extrêmement important de notre point de vue et nous pose des inquiétudes, c'est du fait que l'Ukraine a de nombreuses centrales nucléaires, notamment, et donc, bien évidemment, se pose la question de la gestion de ces centrales nucléaires dans un pays en crise, en conflit, et le risque, d'une part, que des missiles, même de manière non intentionnelle, tombent sur une des centrales nucléaires, il y en a quand même 15, donc ça fait quand même beaucoup, ou sur une autre installation nucléaire ayant des matières nucléaires radioactives qui du coup peuvent être répandues, ou sur bien sûr les endroits où il y a des déchets nucléaires, et donc là aussi il y a de nombreux endroits, et donc créer à la fois une panique pour la population et surtout un danger réel pour cette population-là. Il y a aussi l'aspect qu'effectivement, dans un pays qui est désorganisé, on peut tout à fait avoir aussi une désorganisation au niveau des centrales nucléaires, donc des personnes chargées d'assurer la sécurité de ces centrales, ou une coupure d'une ligne électrique qui du coup entraîne un arrêt du refroidissement des systèmes de sécurité de cette centrale-là, qui peut aussi du coup conduire à un emballement et à une explosion de la centrale. Donc c'est tous ces facteurs de risque qu'on voulait soulever dans le communiqué de presse. Oui. Patrice nous a à nouveau fait faux bond. Oui, et donc dans leur communiqué, ils soulèvent aussi la question de cette du nucléaire, et notamment nous en France on est particulièrement concernés puisque le débat sur le nucléaire commençait juste à partir au niveau de des campagnes électorales, puisque la France est à une période où elle se demande est-ce qu'elle arrête le nucléaire comme le propose un certain nombre de candidats, ou est-ce qu'elle le reprend, le relance. Le candidat Macron, lui propose qu'il y en ait beaucoup plus de petites centrales nucléaires, et donc les centrales nucléaires dans des périodes comme celle que connaît l'Ukraine montrent qu'on est encore plus vulnérable. Ça nous rend aussi vulnérables aux périodes de chaos. Et comme le rappelait extrêmement bien Patrice, soit vulnérable sur une attaque volontaire, soit sur un incident qui ne serait pas forcément voulu, mais effectivement, si le refroidissement ne peut plus se faire, l'emballement, risque d'arriver. Oui, Patrice, on disait que vous pointez aussi que cette question du nucléaire est d'autant plus pointue pour nous en France notamment, parce que la question du nucléaire, y compris civil, avec les centrales, certains souhaitent arrêter les centrales nucléaires, d'autres souhaitent les relancer, voire en mettre partout en France. Et donc votre communiqué alerte aussi sur cette question-là, parce que le nucléaire, ça nous rend beaucoup plus vulnérables, et comme le vient de le dire Grugy, dans des moments de chaos, bien sûr, mais également on est encore plus vulnérable face à des incidents ou à des volontaires ou involontaires. Oui, tout à fait. Parce que bon, il y a ce qui se passe en Ukraine, mais il y a aussi, nous, on essaye d'agir chez nous, donc en France, parce que c'est là où on a des leviers d'action, bien évidemment. Et ce qu'on voit, ce que montre ce conflit en Ukraine, c'est que le nucléaire est un facteur de risque supplémentaire. Et donc, nous, en France, où on a tant au niveau du civil que du militaire de nombreux lieux où il y a des matières nucléaires,
entre les centrales nucléaires, bien évidemment, mais aussi entre toutes les installations de fabrication du combustible, les bases militaires, bien évidemment, l'usine de fabrication aussi pour les armes atomiques, donc qui est à Val-Duc en Côte d'Or. Tous ces lieux-là représentent des risques, effectivement, pour j'ai presque envie de dire, au quotidien, pour l'ensemble des Français, bien sûr, qui peuvent être accentués en cas de conflit, mais pas seulement. Et donc c'est bien pour ça qu'on alerte en même temps sur la nécessité de réduire tout simplement l'impact du nucléaire, de pas s'appuyer sur le nucléaire comme on le fait actuellement, tant au niveau civil qu'au niveau militaire, puisque au niveau civil, donc il y a l'annonce de construction d'EPR qui a été faite récemment par le président Macron, mais il y a aussi au niveau militaire tout un renouvellement de l'arsenal nucléaire qui est prévu dans les années qui viennent, sur la dizaine d'années qui vient, qui va lui aussi entraîner la manipulation de matières nucléaires, bien évidemment, l'augmentation des déchets nucléaires et donc leur stockage, la question du stockage de ces déchets, de leur sécurité, et donc voilà, nous on appelle à réduire bien évidemment cet impact-là, qui est un facteur de risque et non pas un facteur de paix, comme c'est présenté dans les discours. Et pour donc le volet, pour vous, le volet civil comme le volet militaire sur les questions nucléaires est à revoir et à arrêter tout simplement. On rappelle que pour ce qui est des armes nucléaires, l'ONU a décidé est entré en vigueur le traité d'interdiction des armes nucléaires. Donc on remercie Patrice. On invite les auditeurs pour aller voir ça d'un peu plus près, aller sur le site Observatoire des armements, qui est un centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits. Sur le site, c'est obsarm.org. Et également, on a parlé de ICAN France, donc en tapant ICAN, ICAN, France en minuscule, tout en minuscule, icanfrance.org. Donc 2 sites qu'on vous conseille d'aller consulter pour voir les positions sur les questions du nucléaire militaire notamment. Je propose que nous continuions nos analyses, nos réflexions. Donc on a vu que la question du nucléaire était une question aussi importante dans ce conflit-là. Est-ce que nous parlons aussi de la question humanitaire? Elle se pose à nous. Un certain nombre d'organisations en France, Amnesty, au niveau international d'ailleurs, Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, on voit qu'un certain nombre d'organisations, la CIMAD. J'avais un petit mot à dire sur le problème du nucléaire, si tu permets. Pas de souci, pas de souci. Non, sur le volet civil, c'est super intéressant ce qui a été dit, parce qu'en plus, c'est des choses qui sont pas du tout entrées dans le débat présidentiel qu'on a eu juste avant l'entrée en guerre de la Russie. Et donc, où il était question de construire tout un tas de centrales nucléaires et où on n'envisageait pas du tout ce problème-là. Donc là, il va falloir l'envisager, le mettre dans le débat avant de vouloir construire tout un tas de centrales nucléaires. Nous-mêmes, on n'en avait pas parlé quand on a fait une émission très récemment sur Bure. On vous conseille de réécouter. C'était il y a 2 semaines, oui, je pense. Oui. On le retrouve sur les podcasts. Oui, on l'avait pas envisagé. Oui. Non, mais c'est une question importante. Et sur le volet militaire, il y a quand même une question qui se pose, puisque le ministre Le Drian a rappelé que l'OTAN aussi, c'était une alliance nucléaire. Donc la question, à mon avis, qui se pose, c'est est-ce que c'est bien opportun d'avancer l'alliance atlantique, c'est-à-dire les frontières de l'OTAN, au contact de la Russie? Parce que c'est un territoire qui est quand même disputé, l'Ukraine, il y a des conflits qui sont loin d'être réglés, d'ailleurs c'est la preuve, on en est là. Et ça reviendrait, puisque c'est vraiment une alliance nucléaire et qu'en face on a aussi 6000 têtes nucléaires du côté de la Russie, ça revient à poser les 2 plus gros arsenaux nucléaires du monde sur un baril de poudre en réalité. Donc est-ce que c'est bien, est-ce qu'on a bien réfléchi avant de vouloir proposer à l'Ukraine d'intégrer l'OTAN? Moi, ça me semble une question qui demande
de réflexion. Je pense que certains ont bien réfléchi, parce que leur souhait, c'est effectivement d'opposer deux blocs l'un en face de l'autre. Et c'est vrai que l'OTAN a avancé. Au départ, au moment de la chute du mur de Berlin et du démantèlement surtout de l'URSS, il avait été fait promesse que l'OTAN n'avancerait pas vis-à-vis de la Russie, mais l'OTAN et les pays qui fondent leur économie sur une économie de guerre, comme les Américains, ont besoin de créer des tensions, ont besoin d'acculer, de se trouver déjà un ennemi, la Russie, et d'aller face à eux, et d'aller presque jusqu'au contact, parce que la Russie dit aussi que ça les dérange que les missiles américains se rapprochent de plus en plus d'eux et en question effectivement d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, ce qui ferait encore une menace de plus parce pour que le nucléaire, ça n'a pas été utilisé comme ça jusqu'à présent, sauf vraiment exception. Peut-être on peut mettre Hiroshima et Nagasaki de côté, mais ça n'a pas été utilisé pour régler des problèmes. Quand on a un problème, on ne vient pas poser son arsenal nucléaire. Ça a plutôt été utilisé pour figer une situation. Par exemple, les frontières de la France, on dit que on ne peut pas y toucher, mais c'est reconnu internationalement, donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc si vous touchez, vous savez que vous risquez qu'on vous envoie une arme nucléaire. Par contre, pour régler un conflit, quand vous avez une situation qui est conflictuelle, amener un arsenal et même deux arsenaux là, des deux côtés, là, ça devient vraiment très, très compliqué. Il y a un seul exemple, je crois, en tout cas qui vient à ma mémoire, peut-être que vous en aurez d'autres, c'était le problème des fusées de Cuba. Et on a vu que jamais le monde n'était passé aussi près d'un conflit nucléaire. Donc je pense que c'est des situations auxquelles il faut vraiment, vraiment réfléchir avant de s'avancer. Et puis dernière chose, c'est que on peut être libre et on peut même faire partie du bloc occidental sans intégrer l'OTAN. Il y a des pays qui sont neutres du côté occidental. Vous avez l'Autriche, vous avez la Suisse, vous avez la Suède, il me semble, qui font pas partie de l'OTAN. Vous avez même la Finlande qui a une longue frontière en contact direct avec la Russie, qui a aussi une histoire qui est assez compliquée avec la Russie et qui fait pas partie de l'OTAN. Donc c'est possible, c'est pas ou Russie ou OTAN, à mon avis. Juste pour revenir à ce que tu disais sur les armes nucléaires, nous qui sommes des anti-armes nucléaires et pour le désarmement nucléaire, on voit aussi que les armes nucléaires n'ont empêché aucune guerre. Là encore, aujourd'hui, il y a des menaces, mais ça n'a pas empêché le fait qu'il y ait des armes nucléaires de part et d'autre et de quoi faire sauter la planète, je crois, plus d'une trentaine de fois. L'arme nucléaire n'a rien protégé du tout, ne protège rien du tout de toutes les guerres. Donc pour nous, c'est un instrument coûteux qui crée plus de dangers et de tensions qu'elle ne résout de problèmes. Et là on le voit, on le voit en plus où la situation est vraiment dangereuse. Est-ce que oui, et donc beaucoup de problèmes arrivent depuis cette invasion russe. Tu disais tout à l'heure, Christophe, qu'il faut arrêter cette invasion. Il faut que les troupes russes retournent, se retirent d'Ukraine et qu'on crée des conditions pour retrouver une paix construite, qu'on fasse. Alors ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de la condition de ces milliers d'hommes, de femmes qui partent d'Ukraine. Comment c'est aussi utilisé médiatiquement? Parce que aujourd'hui, je sais pas, moi je vois dans mes journaux qu'on nous parle de réfugiés, qu'on nous dit il faut les accueillir, très bien. Mais il y a pas très longtemps, on nous disait qu'il fallait repousser, qu'il fallait faire des murs, qu'il fallait pas que. Donc il y a des bons réfugiés et il y a des mauvais réfugiés. Ça c'est une question qui aussi devrait interroger le spectateur de la vie politique et stratégique du monde aujourd'hui. Cette question des réfugiés, les réfugiés d'Ukraine. Ça démontre un peu un racisme humanitaire des médias, de l'extrême droite et de la Macronie qui sont tous prêts à accueillir et nous aussi on est prêts à accueillir les réfugiés ukrainiens, mais également nous on veut pas fermer la porte aux réfugiés syriens, aux réfugiés de Palestine, aux réfugiés ouïghours, à tous les réfugiés. Et on voit que là aussi il y a des
c'est à géométrie variable, quoi. On nous douche par les sentiments, par l'affectif, certaines fois, et d'autres, on regarde des migrants mourir, et même des gens d'extrême droite disent, il faut les laisser dans le froid, il faut les laisser. Ou il faut les refouler en Méditerranée, par exemple. Voilà. Donc, on a des discours pareils. Alors nous, on est plus à l'aise quand même, parce que nous, on n'a jamais dit qu'il faut refouler quiconque. Donc on est pour l'accueil des migrants. En tout cas, notre position, elle est claire là-dessus. Et de tous les migrants, quelle que soit leur origine, leur religion. Mais c'est vrai que les médias qui ont beaucoup joué sur cette question identitaire des migrants, c'était le fonds de commerce il y a pas très longtemps. Et je pense que ça va redevenir le fonds de commerce de dire attention à l'invasion, attention aux migrants. Mais là aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, avec la guerre en Ukraine. On a tout de suite des grands cœurs qui nous disaient le contraire il y a quelques semaines. Est-ce qu'on est prêt à accueillir aussi tous les opposants russes qui fuiraient le régime totalitaire de Poutine? Est-ce qu'on va aussi accueillir tous les Russes, qui soient opposants déclarés ou simplement qui veuillent fuir la Russie? Est-ce qu'on est prêt aussi à les accueillir? Ça, c'est une question, mais justement, tiens, jolie transition. En Russie, ça aussi, alors c'est aussi exploité d'une certaine façon, mais pas sur tous les plans. En Russie, il y a aussi, même si on nous présente la Russie comme des méchants il y a aussi une forte opposition. Des manifestations qui sont énormes, il y a eu des manifestations énormes à Berlin, dans plein de capitales européennes. Il y a aussi en Russie, à Saint-Pétersbourg ou à Moscou même, des manifestants qui, alors là, eux pour le coup, ils prennent des risques. Ils prennent des risques parce que c'est par milliers qui se font prendre par la police et l'armée russe pour ils se font emprisonner. Et il y a des textes courageux, il y a notamment de femmes russes qui appellent les femmes du monde entier à les soutenir. On a été interpellé par le texte, par un texte de femmes en Russie, les féministes qui descendent dans la rue contre la guerre de Vladimir Poutine. Et elles appellent les féministes du monde entier à rejoindre des manifestations pacifiques, à lancer des campagnes de terrain en ligne contre la guerre en Ukraine et la dictature de Poutine, en organisant des propres actions, à propager les informations sur la guerre en Ukraine et l'agression de Vladimir Poutine. Ils ont besoin que le monde entier prenne conscience et se soulève aussi. Et il est important pour elles, pour ces femmes, de partager le manifeste qu'elles ont écrit. Il y a plus de 45 organisations féministes qui opèrent dans tout le pays, de Kaliningrad à Vladivostok, de Rostov-sur-le-Don à Oulan-Oudé et Mourmansk. Ces féministes organisent en Russie des grandes manifestations et tiennent tête au pouvoir dictatorial, au pouvoir militaire de Vladimir Poutine. Et donc nous à Nancy, on ne peut que les soutenir et faire entendre leurs paroles. Là, on est en période au mois de mars de journée internationale des droits des femmes. Qu'il faut soutenir et mais également les femmes sont les premières souvent touchées dans leur chair par les guerres. On parle souvent que le premier champ de bataille c'est le corps des femmes et c'est donc bien normal que ces féministes russes s'opposent à la guerre de leur président. Il est président. Voilà. Donc on tenait à Parole de paix à aussi parler de ça, parler des opposants. Soutenir les opposants russes, c'est très important. C'est vraiment typiquement une mesure qui aide à sortir de la guerre. Plus, par exemple, que de vouloir anéantir l'économie russe, comme on l'a entendu dans la bouche d'un ministre, puisque anéantir l'économie russe, ça touche directement le peuple russe. Et c'est beaucoup moins efficace que de soutenir les opposants au régime russe. Et il y a d'autres mesures dont je voulais parler, parce qu'on s'adresse aussi à ceux qui nous gouvernent, dont on parle de France, donc on ne va pas parler directement à Poutine. Moi, je ne parle pas russe, je ne sais pas si vous parlez russe. Mais on peut s'adresser à nos gouvernants, à nous, et il y a des mesures quand même qui, moi, me semblent contre-productives. Par exemple, la fourniture d'armes
450 millions d'euros qui ont été débloqués par le tout nouveau, alors je crois que ça s'appelle Facilité européenne pour la paix, c'est quand même assez paradoxal. Oui. Acheter des armes avec des fonds pour la paix, c'est la première utilisation en plus, hein, c'est ça, c'est 450 millions d'armes. Donc c'est l'Europe qui finance de l'armement pour envoyer en Ukraine. Donc il y a deux mesures actuellement par le bloc occidental, par nos gouvernements, notamment, qui sont impliqués dedans. Ils disent, on envoie de l'argent, on leur envoie des armes, et on va faire je crois que Bruno Le Maire a dit, on va faire la guerre totale à la Russie par l'économie. Économique. Ouais. Et donc toi tu dis, d'ailleurs on le rejoint, on fait semblant de poser une question, mais que c'est totalement, on sait que ça va dans le mur, on sait que ce genre de choses ne sert absolument à rien. Surtout le problème des armes, à mon avis, les armes, parce qu'il n'y a pas de solution militaire. Moi je vois pas comment on peut défaire la Russie sur le terrain par les armes. C'est pas comme ça que ça va se passer. Je sais pas ce qu'ils ont en tête, hein, ceux qui vendent des armes, parce que des armes ça va alimenter la guerre. C'est surtout ça que ça va causer. Ils ont peut-être un modèle en tête, c'est peut-être celui de l'Afghanistan. Je sais pas, il faudrait leur poser la question. De la Libye. Ouais, alors sur la question de la Russie, moi je pense plus qu'ils ont en tête le modèle afghan, mais il faut voir quand même ce qui s'est passé en Afghanistan. À l'époque, le mot d'ordre c'était de saigner les Russes, hein, je crois que c'était ça, l'administration Reagan. Le résultat, c'est quand même 10 ans de guerre. Et dans quel état est sorti l'Afghanistan? Et dans quel état, 30 ans après, 40 ans après l'intervention soviétique, elle se trouve aujourd'hui? Et donc moi, je pense pas que ce soit raisonnable d'imaginer de faire une nouvelle Afghanistan, là, au cœur de l'Europe. Parce que ce qui va se passer si on arme les Ukrainiens, c'est que les Russes, ils vont pas rentrer chez eux. Je pense pas que c'est comme ça que ça va se passer. Il y a un autre modèle qu'on peut avoir, qu'on a encore à l'esprit, parce qu'il est assez récent, c'est le modèle de la Tchétchénie. Ce qui s'est passé en Tchétchénie quand il y a eu une résistance armée tchétchène, c'est que les Russes, ils ont tout cassé en réalité. Hein, c'est ça qui s'est passé. Ils ont tout cassé, ils sont restés. Donc, et puis l'Ukraine, il y a aussi un petit côté comme la Yougoslavie où à l'intérieur même de l'Ukraine, il y a des russophones et des plutôt proches de la partie est de l'Ukraine, et une grande partie sont plutôt proches de la Russie, et l'autre partie qui est à l'ouest est plutôt proche de l'Occident, et c'est cette partie-là qui gouverne, qui est à Kiev, et leur président qui n'était pas insensible aux propositions d'intégrer l'OTAN, d'intégrer l'Europe, toutes les choses qui, selon nous, plutôt est défavorable à la question de la paix. Et surtout des choses auxquelles on peut pas répondre par des armes. C'est des questions qui vont rester posées, donc il va bien falloir négocier à un moment donné. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de solution par les armes. Et donc vraiment, le plus urgent, c'est d'éviter l'escalade, d'éviter même si on fournit des armes, après il va y avoir des bombardements, après il va y avoir d'autres choses. C'est d'éviter d'avancer dans la guerre, mais de sortir de la guerre, vraiment. Et le plus vite on le fera, et moins on fera de dégâts sur le terrain pour les Ukrainiens et pour leur pays. Donc Christophe dit que par rapport, nous, on peut agir que déjà principalement sur notre propre pays, et on est aussi en période électorale. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant d'aller voir vraiment en dehors des seules paroles et des seules rotomontades, d'aller voir vraiment les programmes des différents candidats aux élections pour voir lesquels selon vous peuvent travailler vraiment aux questions de paix, et lesquels sont des bellicistes en puissance, sont des vendeurs d'armes en puissance, sont des nationalistes et essayer de réfléchir aux conséquences que tout ça peut avoir. Parce qu'on peut avoir le réflexe de dire il faut armer absolument. Ça flatte les bassins. Voilà, exactement. Et puis vouloir balancer comme ça des armes sur un terrain de guerre sans réfléchir. Mais il faut essayer de savoir ce que ça va apporter. Est-ce que ça va aider à sortir de la guerre ou pas, en fait. C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Donc là l'émission touche à sa fin, c'est comme ça l'expression consacrée. Oui, donc on espère que ces premiers éléments peuvent t'aider, toi, auditeur, auditrice, à réfléchir aussi, à ne pas te laisser emporter par les simples sentiments, les simples bas instincts qui nous flattent en nous disant on va leur mettre des armes, tout va être réglé. On sait que c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc continuez à vous informer, informez-vous aussi en allant sur des sites documentés et importants. Et puis également rejoignez aussi les mouvements de paix, les mouvements pacifistes. Sur Nancy, il y a un collectif pour le désarmement nucléaire. Il y a le MOC Nancy
ouvaton.org. C'est ça, c'est ouvaton.org. Et donc on continue à défendre la paix, une paix construite, pas une paix béate, et surtout s'opposer aux bellicistes et à ceux qui cherchent et qui veulent profiter de la guerre. Et comme on est en train de terminer, on voulait remercier Pierre à la technique et avoir une pensée et souhaiter un bon rétablissement à Cyril qui nous a enregistré pendant un bon paquet d'émissions et qui a quelques soucis de santé. Merci à RCN. Au revoir à tous. Salut Christophe. Salut tout le monde. Salut, au revoir. RCN, www.rcn-radio.org